Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Raphaël Glucksmann accuse la Russie le jour où François Hollande la dédouane. Coïncidence ? Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais, comme il est de coutume sur cette chaîne, remercier tous ceux qui me permettent de vivre de mon travail. Aujourd'hui sont à l'honneur André Lelièvre, Jean-Marc Fournier, Le Darwinien, Poupou Palou. Merci beaucoup à tous. Et puis vous vous posez la question, mais je travaille encore une fois le dimanche. Eh bien oui, je vous avouerai que quand j'ai vu la une de l'Express avec Raphaël Glucksmann, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit ça, je ne peux pas rater cette occasion et j'ai un peu de temps libre ce dimanche après-midi. Je vous tourne cette vidéo. Alors on va reprendre l'affaire au début. Vous avez François Hollande, je vous en avais parlé, alors pas exactement dans ma vidéo, mais c'était dans mon bonus, je vous avais mis à une sorte de cadeau la vidéo de François Hollande qui se fit piéger par des farceurs russes. Et à l'intérieur, nous apprenons quelque chose que nous savons sur cette chaîne, c'est-à-dire que François Hollande et Merkel ont fait semblant de signer les accords de Minsk pour permettre à l'Ukraine de s'armer et donc d'affronter la Russie. Et au téléphone, le président François Hollande, l'ex-président François Hollande de triste mémoire, a au téléphone Porochenko. Alors qui c'est ce Porochenko ? Eh bien Porochenko, c'est l'ancien président de l'Ukraine qui traitait les russophones en décembre 2014. Nos enfants iront à l'école et leurs enfants resteront dans les caves parce qu'ils ne savent rien faire. Nous aurons les retraites et eux non, etc. C'est-à-dire que Porochenko, c'est celui qui a organisé dans une certaine mesure l'apartheid pour la partie russophone et c'est ce qui explique dans une large mesure la révolte des populations russophones qui sont affrontées avec les populations d'origine de l'Ouest ukrainienne. Il est donc le responsable de la guerre civile et derrière, vous vous en doutez bien, il y avait la France, il y avait l'Allemagne, mais aussi les Américains, vous vous en doutez. Mais surtout à l'intérieur de cette vidéo, nous apprenons que François Hollande avait rencontré Porochenko avec l'inénarrable BHL, le fauteur de guerre. Vous imaginez la gravité de cette vidéo. Car n'oublions pas, il y a un narratif qu'on vous balance 24 heures sur 24 sur LCI. Ce ne sont pas les Ukrainiens qui sont responsables, ce sont les Russes qui ont agressé. Mais avec ce genre de vidéo, eh bien, nous avons la confirmation que ce ne sont pas les Russes qui ont agressé les Ukrainiens, mais exactement l'inverse. Et c'est dans ces circonstances que nous voyons apparaître à la une de l'Express, Poutine prépare cette guerre depuis 20 ans. Faire de Raphaël Glucksmann un expert sur la question alors qu'il a des conflits d'intérêts en Ukraine depuis très longtemps, c'est un véritable scandale. Je me suis d'ailleurs fendu d'un tweet un peu rageur et j'ai rappelé très rapidement quelques éléments. Raphaël Glucksmann est l'ami du dictateur mafieux Saakashvili. Son ex-femme, Eka, la femme de Raphaël Glucksmann, a été ministre de l'Intérieur de la Géorgie. Puis, lorsqu'elle a été chassée à coups de pied aux fesses par une révolution, elle est devenue vice-ministre de l'Intérieur en Ukraine. Quelle est la probabilité pour être vice-ministre de l'Intérieur en Géorgie, puis tout de suite après en Ukraine ? Il n'y en a strictement aucune, à moins que vous ayez un puissant État, l'oncle Sam, derrière vous. Dans les deux cas, son ex-épouse, Eka, a été accusée de torture, de malversation et de violence. Elle est même accusée d'avoir quitté l'Ukraine avec de l'argent sale. Voilà, et Hollande et Merkel ont révélé que les USA préparaient cette guerre depuis toujours. On comprend bien qu'il y a une inversion accusatoire. Vous savez que depuis, Raphaël Glucksmann est le compagnon de Léa Salamé qui officie dans le sévice public. Donc c'est ce personnage qui fait la une de l'Express, c'est totalement scandaleux. Et lorsque je disais qu'il était l'ami et le conseiller de Mikhail Saakashvili, c'est une réalité, il l'appelle mon ami, alors que ce personnage est considéré comme un mafieux international. Ça fait beaucoup pour Raphaël Glucksmann, ami de Porochenko, ami de Saakashvili, et évidemment agent d'influence de l'État américain.
Et puis, il faut ajouter aussi sur ces malversations, le PS l'avait désigné comme tête de liste aux élections européennes. Comment se fait-il qu'un agent américain se trouve à la tête d'une liste présentée par le Parti socialiste? Et il nous dit, comme il en a l'habitude, il y a les méchants russes et il y a les gentils américains qui aiment la liberté. Et lorsqu'on regarde de près ces gentils américains, vous trouvez que des mafieux, des gens qui sont liés avec des mouvements d'extrême droite très durs pour le coup, qui nous rappellent, il faut bien le dire, les heures les plus tristes de notre histoire. Et quand on dit qu'il y a une inversion accusatoire, pour s'en convaincre, il suffit de regarder ce qu'on a appelé le bloc de l'Est. Le bloc de l'Est, tout ce qui était en rouge-rose, c'était les satellites de l'URSS. Voilà, donc l'URSS était assez éloigné de ce qu'on appelait l'Occident. Mais voilà, les USA sont passés par là, et c'est tant mieux d'ailleurs que ces pays se soient libérés du joug de l'URSS, d'une dictature communiste. Mais le seul ennui, c'est qu'aujourd'hui, la Russie est entièrement entourée par l'OTAN. Et les généraux de l'OTAN avaient affirmé dans les années 90 qu'ils ne toucheraient pas l'Ukraine. Alors l'Ukraine, je suis obligé de rappeler que l'Ukraine est composée d'une population, j'ai envie de dire occidentale, qui est à l'ouest, et une population plutôt russophone, voire russe, à l'est. Et lorsqu'il y avait des élections, il y avait soit un président russophone, soit un président du bloc de l'ouest. Donc c'était un pays assez équilibré en termes de population. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous l'avons vu avec Poroshenko, lorsqu'ils ont pris le pouvoir avec un coup d'État sur un président légitimement élu, alors qu'il y allait avoir en septembre une nouvelle élection présidentielle, ils se sont mis le bloc de l'Ouest avec Poroshenko, ils ont persécuté les russophones. Et ce qui a entraîné bien sûr cette guerre. Ils ont armé l'Ukraine pour affronter la partie rebelle, c'est-à-dire le Donbass, mais aussi la Russie. Dans leur plan de mondialisation, il fallait absolument que la Russie s'effondre et l'Ukraine, c'était un peu leur cheval de bataille. Alors dire aujourd'hui que la responsabilité est essentiellement russe, comme on l'entend 24 heures sur 24 sur les chaînes de désinformation genre LCU, LCU c'est pas LCI, c'est LCU, c'est la chaîne d'information ukrainienne, qui est basé en France. C'est un immense mensonge. Avec ce que nous a révélé François Hollande, que nous savions déjà, nous sommes informés sur cette chaîne, mais qui a été confirmé au plus grand nombre, il est très difficile maintenant de dire que ce sont les Russes qui sont les agresseurs. C'est pour cette raison que Raphaël Glucksmann vient faire de la désinformation à la une de l'Express. Ce n'est pas une coïncidence, c'était voulu. Et pour être aidé dans son entreprise de désinformation, regardez quel est le personnage. Oui, Julien Pain. C'est une vieille stratégie russe. On se disait, c'est pour faire de l'audience. Non, il y avait un plan. Il y a le bon complot et le mauvais complot. Alors quel était ce plan russe? C'était de couvrir les manifestations des Gilets jaunes. Ce qui est vraiment catastrophique, c'est que Julien Pain nous donne une définition précise d'une forme de totalitarisme. En effet, ce qui est vraiment important lorsqu'on essaie de s'informer, c'est avoir de la pluralité. J'écoute CNN, c'est pas pour autant que je me laisse avoir par le département américain ou par l'État profond américain. Il est très important d'avoir justement des informations un petit peu opposées, des regards opposés sur une même information. Si vous n'avez qu'un seul son de cloche, c'est-à-dire l'article Reuters ou de l'AFP, c'est une catastrophe, vous n'êtes plus en démocratie, vous êtes en dictature. C'est ce modèle-là que Julien Pain défend. Et il est très heureux, bien évidemment, de la disparition de RT, alors que RT faisait véritablement un travail extraordinaire. Selon Julien Pain, RT avait un plan, ils essayaient de manipuler les Gilets jaunes. Je voudrais juste rappeler quelques éléments sur les Gilets jaunes. Les Français adhéraient au mouvement des Gilets jaunes, et majoritairement, il y a eu jusqu'à 70% des Français qui trouvaient juste les revendications des gens qui manifestaient. Pourtant, dans la presse aux ordres, vous aviez un travail de démolition de ces manifestants. Vous vous en souvenez, c'était une myriade d'insultes, des complotistes, des abrutis, des bas de plafond, c'est ceux qui fument des clopes et qui roulent au diesel, etc. Vous avez eu toute une série d'épithètes pour les dévaloriser. Quels étaient les journalistes qui essayaient de rendre compte, j'ai envie de dire honnêtement,
de ces manifestations, il y avait les journalistes de la réinformation, les médias indépendants, et il y avait RT. Lorsque j'écoutais Pascal Praud, hélas, sur CNews ou LCI, j'avais le même son de cloche, il fallait taper sur ces gilets jaunes. Quant à Julien Pain, qui nous explique comment faire de l'information, quand vous avez ce type de reportage où Julien Pain s'abaisse, mais à un niveau qu'on n'a jamais vu, il lèche les chaussures vernies de Klaus Schwab en expliquant que les gens qui le critiquent sont des complotistes. Il faut quand même oser. Pour Julien Pain, il n'y a aucun problème. Vous avez une organisation qui n'est pas élue, vous avez une sorte de syndicat de milliardaires qui se réunit à Davos, qui décide pour l'ensemble de la planète, mais pour Julien Pain, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de démocratie. Une grande partie des réunions sont cachées au public. Et lorsque nous avons des comptes rendus, des clips vidéo, ils vous font dresser les cheveux sur la tête. J'ai souvent parlé de Davos 2030, vous avez des yeux c'est le futur qui nous vole, c'est-à-dire plus de maisons individuelles, plus de voitures individuelles, et puis une sorte d'écologie extrêmement agressive. Et lorsqu'on lit le livre de Klaus Schwab, le Great Reset, que manifestement Julien Pain n'a pas lu, et là on est aussi consterné parce qu'ils ont envie d'instaurer une forme de dictature. Et puis souvenons-nous, Julien Pain, c'est ce personnage qui avait mis ce genre de tweet, c'est-à-dire qu'il avait évidemment, là encore, léché les chaussures d'Olivier Véran et d'Emmanuel Macron. Oui, le vaccin vous protège vous, mais oui aussi, il protège les autres car il réduit le risque de transmission. Pas de chance, l'OMS n'est pas tout à fait d'accord avec Julien Pain. A-t-il corrigé? Pas le moins du monde. Il reste droit dans ses bottes. Il a à peu près raconté n'importe quoi pendant la période Covid et il se présente encore sur les plateaux en disant « Je lutte contre les théories du complot ». Parce que ce qu'il a dit sur le Covid, c'est une véritable théorie du complot. Et puis on apprend, c'est le hasard du calendrier, énorme. La Suisse retire toutes les recommandations de vaccin Covid, pas de rapport bénéfice-risque positif, et les médecins seront tenus responsables en cas d'effets secondaires. Alors, ceux qui sont d'origine suisse et qui me suivent, n'hésitez pas à commenter cette information. Je l'ai trouvée sur 4 ou 5 sources différentes, donc a priori, elle est bonne, mais c'est vrai qu'elle est très étonnante, alors qu'il y a 15 jours, en France, on nous parlait de la 9e vague. Et oui. Puisqu'on parle médecine, François Braun est réservé sur une loi sur l'aide active à mourir. Pour le ministre de la Santé, la priorité devrait aller au renforcement de l'existant, alors que la Convention sur la fin de vie, composée de 184 citoyens, a répondu oui aux 3/4 à une aide active à mourir. Il se trouve que cette convention citoyenne, j'en ai parlé dans un précédent numéro, ne fait pas du tout l'unanimité. Nous savons que ces citoyens avaient été triés sur le volet et qu'ils ressemblaient très fortement à des militants de Renaissance. Lorsqu'on a ce genre de décision à prendre, la moindre des choses, c'est d'organiser un référendum. Et puis, je voudrais revenir sur un tweet que je vous avais présenté de Philippe de Villiers. Un médecin, c'est pour aider à vivre. Ce n'est pas pour tuer les gens. Si vous changez leur métier, ça va être une horreur. On a déjà vu des médecins se comporter de manière très étrange, on va dire. On va rester poli, bien évidemment, pendant la période Covid. Vous imaginez ces usines à mourir? Parce que l'euthanasie, dans certains pays, ça commence à ressembler à cela. Puisqu'on parle de celui qui a organisé cette chose horrible, l'euthanasie, Emmanuel Macron a contacté les gérants de la Rotonde pour exprimer son soutien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la Rotonde? L'auvent de la Rotonde a brûlé. Vous imaginez le cauchemar, et c'est vrai qu'un président de la République est dans son rôle lorsqu'il vient soutenir le patron de la Rotonde. Comme le dit très bien Marc Doyer, je suis ironique, j'espère que vous l'avez compris. Mon quotidien, j'ai longtemps attendu du soutien. Nous avons longtemps attendu du soutien et des explications pour la perte de nos proches victimes des effets secondaires du vaccin. Jamais Emmanuel Macron n'a eu un mot pour nous. Peut-être aurais-je dû mettre le feu à mon parasol rouge pour attirer de l'empathie de ce monstre d'égoïsme. Bien répondu, Marc Doyer. Juste en faisant une petite parenthèse sur Marc Doyer, je pense qu'il y a eu un moment Didier Raoult.
C'est-à-dire qu'il nous a expliqué beaucoup de choses. Et je crois que maintenant, on va passer à un autre moment, ça va être le moment Marc Doyer. Je m'explique. Il y a eu des savants qui nous ont expliqué des choses. Maintenant, ce sont les victimes qui vont devoir témoigner pour expliquer leur quotidien et ce qui s'est véritablement passé, avec l'aide évidemment des scientifiques qui les ont en quelque sorte aiguillés. Voilà, donc nous allons passer à un moment victime et je sais que partout dans le monde, il y a des réunions de victimes et qui essaient de se faire entendre devant les tribunaux, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, et beaucoup de politiques sont en train de trembler. Et j'espère avec raison. Pour revenir sur la rotonde, vous avez quelqu'un de bien, mais en même temps, je comprends que Emmanuel Macron soutienne le type de la rotonde. Il est parfaitement macroniste. Le propriétaire de la brasserie préféré des Macron, condamné pour fraude fiscale, 30 000 euros. Voilà, c'est un macroniste. On sait qu'un macroniste est généralement accusé de quelque chose. Alors, Emmanuel Macron est en train de perdre ses soutiens, c'est ce que montre BFM. 71% n'ont pas confiance, 25% seulement de confiance, moins 7% en un mois. Et c'est Elab. Elab, c'est un institut de sondage très très proche de l'Élysée. Donc s'ils mettent 25%, c'est qu'ils utilisent certainement des algorithmes pour faire monter jusqu'à 25%. Et 4% ne se prononcent pas. Dans d'autres sondages, les Français trouvent le président dangereux, incompétent, il n'a pas d'empathie, c'est une véritable boucherie. Les Français sont en train de condamner Emmanuel Macron. Allez, on va finir sur une image qui a fait le tour du monde. Et oui, Van der Leyen a pris une énorme claque. Elle a été obligée de passer par le transit des passagers ordinaires. Décidément, se faire inviter par Macron n'est pas une bonne recommandation protocolaire. Mais quelle claque! Et oui, elle n'a pas eu le droit à son jet privé en sortant d'une voiture, etc. Vous avez l'habitude de ces images. Oui, quelle claque! Dans la presse, on estime que ce sommet France-Europe-Chine est une véritable catastrophe diplomatique, une honte. Emmanuel Macron est littéralement condamné au niveau international. Eh bien, on aimerait que ça soit la même chose au niveau national. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir, à la diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Je vous souhaite un excellent dimanche de Pâques. Ce matin, à la messe, il y avait beaucoup de monde et ça m'a vraiment fait plaisir. Et j'ai lu dans Valeurs Actuelles qu'il y avait de plus en plus de gens qui se faisaient baptiser. Ben voilà. Allez, un peu de bonheur pour ce dimanche de Pâques. À bientôt pour un nouvel entretien. Bye bye.